d'inertie. Si je regarde en profondeur en fermant les yeux, j'arrive à voir un clochard au fond de la salle avec une tasse de café à la main qui me regarde. Je devrais lui dire que je le vois, lui et son jeune corps fait en fimo. Fimo, plus qu'une pâte à modeler, un concept. Plus qu'un concept, un affect ou une institution. Je sais maintenant que ce clochard est là comme un supporter ou comme un ami. Il porte un t-shirt de football au lieu de t-shirt et un sac poubelle au lieu de chaussures. Il est sexy ce clochard à qui je devrais m'adresser. Voilà une image ésotérique, quelqu'un à qui adresser la parole, quelqu'un avec qui parler quoi. Parce que qu'est-ce que l'ésotérisme si ce n'est pas la même chose que l'érotisme? Une forme de connaissance qui vient de l'intérieur. FIMO, aussi connu comme Fear in Missing Out, la connaissance de ce qui n'est pas en train de nous arriver. FIMO, de fabrication germanique. FIMO. FIMO organise la première représentation des désirs en passage mondial entre la représentation et le corps. C'est grâce à FIMO qu'on apprend à glisser le désir dans les premiers objets du quotidien. Et c'est aussi FIMO qui plonge ces usagers dans une forme de mélancolie permanente après l'enfance. C'est pour ça que le signe de FIMO, seulement les enfants de 4 ans travaillent. Mais qu'est-ce que je voulais dire par érotisme? Je voulais dire ce monde composé de fantasmes qui rend la vie plus supportable. Ce monde composé de fantasmes privés qui aident à entretenir les relations sociales et les économies libidinales. Et qu'est-ce qu'une économie libidinale? L'économie libidinale, c'est juste notre économie, quoi. Où de formes d'investissement remplacent la satisfaction des pulsions sexuelles et se réinvestissent plus tard dans le capitalisme. Exactement comme les actions dans la bourse, comme le marché immobilier, comme la téléphonie mobile. Une forme d'énergie qui tourne et tourne ne se décharge jamais. Je sais, vous allez me dire que tout ça, c'est une vision injuste de la sexualité, du capitalisme et de la psychologie. Que nous n'avons pas toutes les mêmes pulsions, que nous ne voulons pas toutes investir dans les mêmes formes de libido. Eh bien, moi, je vais vous dire que c'est pour cela qu'il y a une économie de marché qui existe, que ce n'est pas moi qui l'ai inventée et que heureusement, je ne la contrôle pas. Tout ça se passe dans une nuit, une seule nuit. Un groupe d'économistes s'est réuni pour faire une étude sur les comportements sexuels des populations européennes. Pour ce faire, ils vont dans un Starbucks de l'université ouvert jour et nuit. Ils se reposent dans les canapés éventrés du Starbucks. Ils expérimentent son faux luxe. Ces serviettes en papier éparpillées par terre dans les toilettes. Ils voyagent à travers l'énergie d'un groupe de désirants avec une technique miraculeuse. Ils se reposent et ils voyagent et c'est comme ça qu'ils font l'étude. Ils voyagent à travers l'énergie d'un groupe de désirants jusqu'à voir leurs fantasmes aussi. Et ils voyagent jusqu'à voir de près les fantasmes de ces groupes de désirants. Et ils se rendent compte que les fantasmes, là, dans les années 70, font un peu n'importe quoi. Ils sont ridicules. Ils sont pas hygiéniques. Ils sont même pas humains. En fait, on ne sait même pas s'ils sont sexuels, tellement ils sont amorphes, colorés, folkloriques. Ils ne répondent même pas aux règles du langage s'ils ne provoquent pas l'hilarité et la honte. Ils sont pas nommables en fait, ces fantasmes-là. Mais ces fantasmes participent activement d'une forme d'économie réelle en devenir dans les années 70. Ils rentrent et sortent des corps des désirants. Ils structurent les institutions hospitalières et universitaires. Ils sont une sécurité sociale, une réforme du code du travail, un système d'élection, une radio, une télévision, des élections, des votants. Ils vont bien, ces fantasmes-là, en fait.
Ils incarnent les subtils de notre économie de l'imaginaire. Et c'est comme ça que le monde tourne dans les années 70, à pur fantasme. Parce qu'en fait, ces fantasmes-là, les économistes se rendent compte que ces fantasmes-là sont juste en fait de l'énergie renouvelable. Pure durabilité. C'est du pétrole éternel. Ils font tourner le monde. Et c'est comme ça que les économistes se rendent compte que ces fantasmes-là, devraient être privatisés, quoi. Comme tout le monde. L'université appartient à l'État. Et les formes de vie universitaires appartiennent à l'État. Et donc ces productions, comme les fantasmes, appartiennent à l'État. Et comme l'État, c'est nous toutes et à la fois c'est les personnes, tout le monde s'en fout. Et des actes de violence se font la nuit sur les fantasmes. Après, les graffitis se font sur les actes de violence la nuit. Et de nouveaux actes de violence se font sur les graffitis. Règne un climat d'agitation politique. Il y a une confusion. L'industrie pharmaceutique décide d'investir dans l'étude. Ils s'achètent la moitié des désirants à l'État. Et d'autres compagnies plus petites achètent l'autre moitié. Et les choses changent. Elles se remettent dans l'ordre. Et le monde devient un théâtre clair avec des personnages actifs et des genres performatifs. Toujours du même côté de la scène. La nuit passe et en sortant du Starbucks, les économistes savent maintenant que 99% des populations européennes fantasment uniquement avec l'idée de faire un ménage à trois, non sans culpabilité. C'est-à-dire une économie classique de représentation familiale. À partir de ce moment-là, tous les fantasmes sexuels deviennent une affaire des familles. Parce que qu'est-ce qu'une famille si ce n'est pas un réceptacle à fantasmes, Travail. Un groupe de Delivery Boys de la chaîne Pizza Domino se soulève et décide d'organiser un striptease collectif. Ils enlèvent leur uniforme en même temps qu'ils dansent. Et comme un uniforme est un cliché érotique, un poste de travail reste vide, celui de l'uniforme, si on considère l'érotisme comme un travail, ce qui est vrai. Alors un climat de confusion sexuelle se propage dans la rue, les gens sont frustrés, et un groupe de clochards ramasse les uniformes et les met. Ils répartissent des pizzas à l'hôpital, où un groupe d'infirmières en grève le reçoit. C'est à ce moment-là qu'il se superposent trois uniformes, celui des clochards, celui des infirmières et celui des Domino Boys, ce qui crée une confusion érotique qui circule entre le travail et le dégoût en fait. Les infirmières se mettent dans les lits, les patientes commencent à faire la manche. Et les clochards deviennent des médecins, étrangement maintenant ils ont des responsabilités, ils gagnent $1, ils ont une parole, une autorité. Et les malades le regardent avec un peu de compassion. Dû au climat de l'agitation sexuelle, tous les objets de l'hôpital vibrent et s'enfoncent les uns avec les autres. Les infirmières les utilisent pour s'engraver les dents avec des slogans de grève. Les clochards regardent les infirmières avec un regard de médecin. Ils regardent les infirmières et ils leur recommandent d'aller voir un bon dentiste. Mais comme tout le monde sait que dans le rêve, les dons, ça veut dire le sexe, il devient clair le message disruptif. Le message qui traverse les hiérarchies et qui constitue en lui-même l'énergie du pouvoir. Vous me comprenez? Est-ce que je me fais comprendre? À ce moment-là, un groupe de psychiatres arrive dans une voiture minuscule. Ils sont trop les psychiatres, et ils n'arrivent pas à rentrer dans la voiture. En fait, la voiture elle avance, les psychiatres sont trop. Ils portent des nez papillons,
des grosses chaussures, le visage blanc, il fresse au cou, bon, voilà quoi, il pleure avec de l'eau devant la robe. Vous comprenez ce que je veux dire? Est-ce que je me fais comprendre? Ils sont trop les psychiatres. Hein? Ils ne s'arrivent pas à entrer dans la voiture. Ils ne s'arrivent pas à sortir. Une femme est amoureuse d'un bébé qui est le neveu de sa cousine. La femme le regarde quand elle le garde la nuit. Quand elle garde le bébé la nuit. La femme sait que l'objet de son amour est mal et donc elle décide d'attendre que le bébé grandisse pour vivre leur amour. Mais en attendant, une dictature militaire tombe sur le pays de la femme. Et le langage est réorganisé. Les fantasmes et les perversions sont exclus du système de pensée. La femme, qui est aussi une infirmière du groupe en grève, se sent frustrée. Elle va devant la porte de l'hôpital et elle mendie. Elle fait la manche. Pourtant, la femme ne sait pas quel fantasme c'est qu'elle ne peut pas nommer. Et quand elle arrive le soir garder le bébé, elle se couche sur le petit tatami et elle fait une régression. Elle voyage à un stade précédent, primitif. Elle voyage en arrière et ils se prennent par les mains avec le bébé, ils s'échangent des nounours, ils se regardent dans les yeux et ils débloquent leur inconscient, qui à ce stade-là n'est pas verrouillé par le langage. Et ils partagent leur inconscient, qui n'est autre chose qu'une émission TV Montessori pour enfants, qui maintenant a été interdite. Un groupe de femmes de la banlieue de Buenos Aires se réunit plusieurs fois par semaine pour vendre et acheter des Tupperware dans des réunions Tupperware. Elles font du porte-à-porte ou elles font des réunions d'achat-vente. Cela s'appelle du marketing direct et ça veut dire une forme d'économie pour les femmes seules avec des enfants très pauvres qui cherchent à faire des revenus. Cela, ça veut dire aussi que c'est un marketing direct qui ne nécessite pas de médiateur, un marketing, une forme de marketing indépendante, sauvage, qui ne nécessite pas de médiateur, comme une fourchette dirait, entre la main et la bouche. Les femmes s'assiedent en cercle, elles frottent les mains contre les Tupperware, elles s'expérimentent le plastique, leur luxe protestant, et elles s'achètent et elles revendent des Tupperware, elles s'achètent et elles revendent des Tupperware, en avant et en arrière. Et toute cette énergie d'achat-vente, tout ce frottage d'achat-vente devient une sorte de... ça devient juste une sorte voilà, d'énergie qui tourne, d'énergie frustrante, d'énergie flottante. Voilà. Et donc, elles s'achètent, elles revendent des Tupperware, elles s'achètent, elles revendent des Tupperware. Et à chaque fois qu'une transaction s'opère, les excédents qui tombent comme de la poudre éliminent les produits à chaque fois un petit peu plus. Mais les femmes continuent à vendre et à acheter des Tupperware. Et à chaque fois qu'une opération s'opère, qu'une transaction s'opère, le produit devient de plus en plus inexistant, et les Tupperware deviennent de plus en plus inexistants, jusqu'à ce qu'ils disparaissent. Et les femmes continuent à tout autarcie, à vendre et à acheter des Tupperware négatifs. Elles vont et rachètent des Tupperware négatifs en arrière, les Tupperware négatifs, les numéros négatifs, les excédents sont réels. Elles font des commissions, les choses se passent, ça continue. Et donc, une nouvelle version du marketing direct est créée. Une version beaucoup plus nucléaire qui ne nécessite pas d'objet pour exister. Et c'est en sachant que le manque en devenir n'est autre chose que le désir, que ces groupes de femmes de la banlieue de Buenos Aires se rendent compte que le désir, c'est du marketing direct en fait. Dans la caserne de police, deux policiers rêvent que deux policiers à cheval arrosent un jardin fleuri. Quand ils se réveillent, ils volent une moto noire, ils coupent leur uniforme longitudinairement
Et il porte des sacs Gucci, collection 1997. Parce que qu'est-ce qu'une collection si ce n'est pas une mesure d'ordre au désir des institutions? Un homme est amoureux d'un collègue du bureau. Il reçoit ses magazines chez lui. Il a détourné son adresse. Ce sont des magazines de vente de vêtements par correspondance et de meubles. Il regarde les magazines et il touche les pages glossy et c'est comme ça qu'il vit son amour. Sinon, il n'ose rien dire. Mais le collègue est triste avec ces magazines manquants. Il ne sait pas quel meuble acheter ni comment s'habiller. Il se présente au bureau tout nu et il en a honte. Mais pour l'homme amoureux, sa honte et sa nudité, ça veut dire un poste de travail chez les désirs de l'homme fantasmé. Spinoza. Si vous êtes pas au courant, le projet de Spinoza, c'était d'améliorer l'estime de soi de chacune en leur faisant croire que dans les sacoches du monde, il n'y avait pas de place pour l'erreur. Pure positivité, il a dit un jour. Et ces cris de pure positivité en ressemblaient à un « fais ce que tu veux, suis ton désir ». Qu'est-ce qu'il voulait dire Spinoza par là? Je n'ai aucune idée parce que je n'ai jamais lu Spinoza. Mais dans son article Wikipédia, il est assuré que Spinoza comprenait Dieu. Et par Dieu, il voulait dire la totalité des choses qui existent sur Terre, comme un concept qui n'avait pas de place pour la négativité. Tant qu'il y aurait une offre, il y aurait une demande, pas le contraire. Donc s'il y avait une offre de douleur, il y aurait une demande de douleur. S'il y avait une offre de folie, il y aurait une demande de folie. Toutes les choses existantes trouveraient leur flot d'offres et leur toujours parallèle et assoiffé flot de demandes. Et il était là, Spinoza, dans sa fiesta de positivité, et toutes les choses qui existaient doublaient leur existence, par le simple fait qu'elles existaient dans la réalité et qu'elles existaient dans le désir. Parce que maintenant, Dieu, c'était du pur désir. Et dans cette orgie de positivité, une infirmière l'a entendu. Et elle a enfoncé une aiguille dans l'œil d'une patiente. Et le patient a dû la poursuivre en justice, elle et l'hôpital, par des pratiques scandaleuses. Et il a embauché un groupe d'avocats qui traînaient dans les couloirs de l'hôpital à la recherche d'un emploi. Ils traînaient à la recherche d'un emploi, les avocats, comme des clochards. Ils traînaient avec leurs vêtements en lambeaux. Et puis c'est comme ça qu'il y a eu du travail. Il y a eu du travail, il y a eu des bureaux, il y a eu des photocopieuses, il y a eu des secrétaires. Et toute la négativité aussi. Il y a eu la négativité et le numéro négatif, la dette et le déficit. C'était maintenant des manifestations du désir. Parce que pour Spinoza et pour la spéculation financière, tout ce qui existe dans le monde est né du désir d'être. Et donc le désir, c'était notre travail et aussi notre propre syndicat. Nos fantasmes étaient une valeur d'échange. Pourquoi on les avait vendus? Si nous n'étions qu'abstraction pure, la vie c'était de l'électricité. Ça suffisait avec mon clochard en fumant là. Il était temps de travailler. Et travailler voulait dire se tromper. Et la masturbation c'était un travail aussi. Je me suis assise à la porte de l'hôpital et je me suis mise à mendier. Je mendiais et je demandais, je faisais la manche comme ça. Et ma mendicité est devenue un travail. Parce que la dette et la dépense publique sont aussi des manifestations du désir. Et pour Spinoza et la spéculation financière, c'était un travail. Le travail, c'était le désir. Et donc, moi aussi, j'allais participer à cette économie de l'imaginaire. Je me suis expandue, j'ai ouvert des bureaux. J'ai ouvert des bureaux à l'intérieur de moi-même.
Et dans ce bureau, j'ai eu des employés, j'ai eu du travail, et j'ai mis des petits lits dans mes bureaux pour que mes employés puissent dormir la sieste, soucieuses de leur bien-être. Et au bureau, il y a eu un peu de sexe, par erreur. Une femme est tombée dans la bouche d'une autre femme, par erreur. Et avec le sexe, de nouvelles nécessités sont venues. Et tout un marché a repris le dessus. Parce que pour Spinoza et pour la spéculation financière, toute erreur était en fait une opportunité pour le commerce. Et tout le monde sait que le sexe, c'est du pur commerce. Et ce n'était pas comme ça pour le capitalisme, qui était critique et léthargique et régulait la qualité des choses. Bon ou mauvais, officiel ou contre-officiel. Mais Spinoza, avec sa bonne volonté, a détruit les principes puritains, en levant la différence entre productivité et marginalité. De tout pouvait avoir une copie. Toutes les choses existantes trouveraient leur existence dans un flot interconnecté d'érotisme, une forme d'animisme pour les objets et une voix pour les masses, une voix collective pour les masses. Tout faisait partie de Dieu pour Spinoza. Et comme tout le monde sait, Dieu c'est l'État. Et qu'est-ce qu'est un État si ce n'est pas un camp de concentration pour le désir? Et un dealer l'a entendu, un dealer de drogue l'a entendu, et il a vendu le résidu de la cocaïne qu'il était en train de cuisiner. Et ce qui était une erreur au début est devenu une opportunité commerciale. Pour les classes dominantes, la cocaïne. Et pour les autres, le crack. Et cela pouvait être à l'inverse. Crack pour les classes dominantes, à la recherche de nouvelles aventures. De l'industrie pharmaceutique pour les classes moyennes. Et pour tout le reste, du plâtre, de la télévision et du pain dur.